Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon lundi. On est assez matinal aujourd'hui. Premier live du mois de juillet, il me semble. Bonjour tout le monde. Et oui, c'est un live à 9 heures du matin. C'est la première fois, je crois, que je fais ça, ou la deuxième. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en live avec Rita, qui va nous rejoindre dans un instant. On va parler là. Hello, Coucou, ça va? ça va? Bonjour tout le monde. Coucou, contente de te retrouver pour un petit live matinal. Il est Oui. 9h15 bientôt. Alors toi, tu disais que c'est la première fois que tu fais à 9 heures. Moi, très souvent, je l'ai fait à 9 heures. Ah ouais? Ok. Ouais. Moi, j'ai dû en faire un quand même, parce que parfois avec les décalages horaires de certaines personnes, bah voilà, si les personnes habitent, par exemple, je sais pas, à Bali, ça m'est déjà arrivé de faire des lives assez tôt. Mais voilà, c'est pas l'habitude. Mais je trouve ça chouette aussi et je suis contente de voir qu'il y a des personnes qui sont connectées aussi à cette heure-là, peut-être dans des transports ou en train de prendre leur petit déjeuner. Je trouve ça cool aussi. Je pense qu'il y a moins de personnes. Je pense que là où il y a plus de gens connectés, c'est vers les 18 heures. Ouais, ouais. Oui. Mais les matinaux, voilà, moi je suis matinale. Donc ça me va très bien, les 9 heures. Ouais. Et ben merci d'être là. Et je suis très contente de te rencontrer, de te retrouver aujourd'hui pour parler donc d'Ayurveda, puisque c'est le thème de la formation que tu partages là sur Pawa pour le mois de juillet. Donc elle est déjà en ligne pour les personnes qui sont abonnées. Voilà, donc c'est une vidéo qui parle des bases de l'Ayurveda. Et je suis très contente parce qu'on avait déjà des vidéos sur la naturopathie, plusieurs. Et donc voilà, là, ça agrandit un petit peu le champ des médecines traditionnelles, puisque l'Ayurveda fait partie des 3 grandes médecines traditionnelles mondiales avec la naturopathie et la médecine chinoise. Donc je suis très très contente de ça. Et puis bah, contente de te rencontrer, puisqu'aujourd'hui, alors même si on va parler un petit peu d'Ayurveda et peut-être que tu vas pouvoir citer les grands piliers, j'imagine qu'il y a des fondamentaux dans l'Ayurveda. On va surtout se concentrer sur toi, ton parcours et ce qui t'a mené jusqu'à là. Voilà, c'est l'objet de cette rencontre. D'accord, ok. En fait, je savais pas quoi m'attendre. Tu m'as dit, on va faire un live et je dis, ok, mais moi, j'aime bien la spontanéité. Je dis, bon, je sais pas du tout de quoi on va parler, mais c'est très bien. C'est mon parcours, ça va, ça, je connais par cœur. Ouais, c'est ça, c'est pas très compliqué. Et puis, les personnes qui sont avec nous ce matin, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez envie, que ce soit sur Rita, sur l'Ayurveda, sur Pawa. C'est aussi un échange avec vous, donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, on est ensemble. Oui, exactement. Alors, moi, du coup, je te laisse, toi, Tara, voir s'il y a des questions et tu les Ouais, poses. Comme ça, ouais, j'ai je te pas. les poserai. Ouais, je fais le relais, pas de problème. Et ok. Et ben du coup, c'est parti. Peut-être que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu plus qui es-tu, Rita? D'accord. Mais voilà, je suis Rita, je suis portugaise. J'ai des origines indiennes. Ma grand-mère, qui a 102 ans aujourd'hui, elle est indienne. Et en fait, elle est de Goa. Donc, c'est un comptoir portugais. C'est pour ça que, du coup, elle est indienne, mais elle est portugaise. Et en fait, j'ai toujours été attirée par l'Inde. Mais j'avais l'impression que c'était un peu... euh, en fait, quand tu apprends à l'école au Portugal, je sais pas si c'est comme ça en France, mais c'est considéré un peu des pays de troisième monde, c'est sale, voilà. On le voit un peu de côté un peu dépréciatif. Et même ma grand-mère, elle en parlait pas plus que ça. Mais en fait, ma grand-mère, déjà, c'est quelqu'un qui est très, très important pour moi. C'est vraiment un pilier
de sagesse. Elle m'a énormément appris dans ma vie. Elle est vraiment importante pour moi. Bon, et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'étais un enfant qui était assez triste, introverti, un mal dans ma peau. Et en fait, mon truc, c'était que je voulais être heureuse. C'était mon objectif de vie, c'est que je voulais être heureuse parce que je l'étais pas, je me sentais pas heureuse. Et donc, mon parcours de vie a commencé. J'ai fait infirmière et tout ça. Puis, je suis venue en France et j'ai travaillé d'abord aux urgences en tant qu'infirmière et après au bloc opératoire. Et puis, euh, peu à peu, en fait, en accompagnement de mon parcours professionnel, j'ai un petit peu étudié la méditation, le yoga, beaucoup par ma grand-mère, en fait, déjà. Et puis, j'ai évolué un peu comme ça. Et en fait, à un moment donné, j'habitais déjà à Marseille, j'étais avec mon compagnon, j'avais une vie qui était bien, hein, je vivais à côté de la mer, j'aimais mon travail, je me sentais légitime pour mon travail d'infirmière à l'époque. Et tout allait bien, mais il me manquait quelque chose. Et du coup, là, j'ai dit, bon, j'arrête tout et je pars avec un pied simple d'aller en Inde et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, mon compagnon, il a eu peur, mais il m'a soutenu dans mes choix et il m'a dit, ben, je ne peux pas quitter mon travail, mais je viendrai là où tu seras, au moins tous les 3 mois. Et donc, on a fait comme ça. Donc, je suis partie et j'ai atterri dans une école d'Ayurveda. Et ça a été flagrant parce qu'en fait, j'ai toujours été attirée par ce côté-là. C'est vraiment mes racines, c'est vraiment là où je suis très connectée, là où je me sens bien. J'avais déjà fait des études de naturopathe quand je suis partie, en fait. En parallèle de mon métier d'infirmière, j'avais fait des études de naturopathe, des bols tibétains. J'étais partie déjà en Thaïlande apprendre les massages thaï, plein de trucs comme ça. Mais là où ça a été révélateur, c'était vraiment en Inde. Déjà, de base, j'ai eu beaucoup de difficultés à partir. Entre autres, il y a mon passeport qui s'était perdu. Alors, un truc de fou, j'avais envoyé faire le visa et en fait, le passeport, au lieu de partir au Portugal pour faire le visa, il partait en Indonésie. Mais il y avait plein de choses improbables. Et à ce moment-là, je consulte une thérapeute. On m'a donné son contact à ce moment-là. Et elle m'a dit, bah, en fait, ce voyage, il implique beaucoup de choses par rapport à tes ancêtres. Et donc, il y aura des choses à faire sur place. Et tu sauras quand ce sera le moment de le faire. Bon, le rendez-vous, il a duré 1 heure, donc elle m'a dit plein d'autres choses. Mais on était resté sur ça. Et le lendemain, mon passeport était apparu. Il y avait le visa, il y avait tout. C'était la poste qui s'était trompée alors que ça traînait depuis 2 mois, quoi. Voilà, donc je pars. J'atterris donc dans une formation d'Ayurveda qui a été très révélatrice pour moi. Aujourd'hui, comme j'ai fait plein d'autres écoles et j'ai eu beaucoup d'autres professeurs, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une école qui n'était pas si bien que je l'ai pensé à l'époque, mais en tout cas c'était très initiatique pour moi. Donc ça a été très important pour moi. Et puis en fait j'ai fait un voyage qui a duré en gros 6 mois parce que mon compagnon a eu un problème de santé, donc je suis rentrée à ce moment-là. Donc c'était un voyage qui a duré 6 mois, à peu près 6 mois. C'était 6 mois vraiment de parcours initiatique avec l'Ayurveda, le yoga, la méditation, avec beaucoup de transformations, avec des hauts et des bas, des difficultés parce qu'en fait je me rencontrais moi-même et des fois on voit des choses qui sont pas très belles aussi, donc il y a eu de la souffrance malgré tout, mais beaucoup d'épanouissement à la fin. Donc, je rentre et je m'installe en tant que naturopathe et praticienne en Ayurveda, parce que du coup, avec toutes ces révélations, c'était quelque chose d'évident. Et donc, l'installation, c'était en 2016-2017. Et ça se passe très bien dès le départ. Et j'étais un peu plus dans le côté naturopathe quand j'ai créé mon entreprise. Et ça a duré pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je pense que
tous les thérapeutes y passent par là. Quand on crée notre activité, on fait en sorte que notre activité soit viable, qu'on puisse vivre de notre activité. Donc, on commence à faire plein de choses qui ne correspondent pas vraiment à pourquoi on s'est installé en fait. Donc, il fallait faire la page Facebook, il fallait faire ci, voilà, il fallait faire du marketing alors que j'étais pas du tout une personne marketing. Et du coup, je m'éparpillais. Je travaillais tout le temps, le week-end, tout le temps. J'avais plus de temps pour moi. Je pratiquais plus l'Ayurveda pour moi. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, à ce moment-là, ça a été une prise de conscience toute seule. Là, j'ai pas vu de thérapeute, c'était toute seule. J'ai compris des choses. J'ai mis en place des démarches à recommencer à faire des routines pour moi, à reprendre la méditation, les respirations que petit à petit j'avais laissé tomber. Euh, et là, c'était quelque chose d'évident, c'est que ma vie, c'était l'Ayurveda et pas la naturopathie. Et Mm. du coup, j'ai dit, bah ok, bah, je vais lâcher un peu les formations parce que pendant les 2 ans, j'ai fait plein d'autres formations plus en naturo. Et du coup, j'ai dit, bah, j'arrête ça et je vais en Inde. Et du coup, j'ai postulé pour l'université indienne. À ce moment-là, donc, je postule pour l'université indienne. J'ai eu des propositions de travailler en tant que professeur en réflexologie plantaire. Je suis tombée enceinte. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et donc, parce que je suis tombée enceinte, je ne pouvais plus aller dans l'université indienne pour faire l'école d'Ayurveda et être médecin ayurvédique. Et du coup, je postule pour une autre formation que je considérais très, très bien, qui était donc en août. Et c'était donc au tout début de ma grossesse. Je suis partie dans mon premier trimestre en Inde. Et là, donc c'était mon nouveau départ, si on peut dire comme ça. Et de là, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Donc à faire plein, plein de formations. Donc mon enfant, il a un peu plus de 2 ans, donc ça fait 3 ans que c'est à fond Ayurveda. Euh, et aujourd'hui, là, en ce moment, je suis à nouveau dans une phase de bouleversement. Parce que du coup, mon cabinet est devenu beaucoup plus Ayurveda. J'ai eu beaucoup plus de demandes en Ayurveda que naturopathie. Je pratique encore un peu en naturo, mais c'est vraiment un deuxième outil, si je peux dire comme ça. Et du coup, là, en fait, en janvier de cette année, j'ai eu un problème familial qui a été très dur à vivre et qui m'a remis un petit peu dans une place de désespoir que j'avais quand j'étais petite. Et, et en fait, je m'attendais pas parce que tellement je me sentais épanouie, tellement ce chemin de l'Ayurveda m'avait aidé à être heureuse, à être à ma place, toutes ces choses-là, je m'attendais pas à revenir en arrière. Et ça a été super dur. Et du coup, ça a été un déclencheur pour à nouveau me positionner. Donc, ça vient à peu près tous les 3 ans. Et pour me repositionner et donc voir qu'est-ce que je fais. Donc, à nouveau, je consulte la thérapeute que j'ai consultée au tout début, avant mon voyage initiatique en Inde. Et là, ça date de très peu. En fait, depuis janvier, j'ai fait un parcours avec plusieurs thérapeutes pour essayer d'aller mieux. Et de plus en plus, mon chemin en tant que euh, personne, mais aussi mon chemin professionnel est commencé à se dessiner. Et là, surtout, le rendez-vous que j'ai eu il y a 15 jours, ça a été flagrant. C'est que j'ai découvert que j'ai une lignée familiale très importante avec plein de médecins ayurvédiques. Mm. Et en fait, c'est que ça a été très dur dans la famille de exercer ce métier. Et c'était même pas que c'était dur, c'était dangereux. Mm. Donc, je fais un lien parce que je sais qu'à l'époque qu'il y a eu la colonisation anglaise en Inde, les médecins ayurvédiques étaient interdits d'exercer, ils ont le coupé les mains pour qu'ils ne puissent pas exercer. Et Mm. c'est vrai que quand j'ai appris cette information, je l'ai senti comme un déchirement, presque comme si on me coupait les mains, moi, comme si j'étais mutilée. Alors que d'autres choses comme l'Inquisition, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans le couvent dans ma ville au Portugal. Et il y a beaucoup de phénomènes où on parle de l'Inquisition. Ça m'a jamais fait ce que m'a fait cette information sur l'Ayurveda. Et donc, en fait,
j'ai un petit peu assumé. Elle m'a pas dit ça, la thérapeute, mais j'ai parti du principe que du coup, c'était dangereux d'exercer et qu'en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que il y avait une loi qui avait été créée dans ma lignée familiale, c'est qu'on devait agir dans l'ombre. On devait faire les choses dans l'ombre et pas dans la lumière. Et que si on faisait les choses dans la lumière, c'était dangereux parce qu'on ne devait pas être trop visible. Et en fait, je venais casser ce schéma parce que le monde a changé et que maintenant, j'ai besoin justement de me montrer. Et ça casse le chemin et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés là-dessus. Et ça a été très beau ce rendez-vous avec la thérapeute. Et même elle, elle disait c'est très beau ce qui se passe et tout. Elle dit dans votre famille il y a une trésor de connaissances. C'était très beau. En fait, elle m'a fait réunir avec tous ses ancêtres. Elle m'a placé, enfin, je me suis placée au milieu avec tous mes ancêtres autour. Euh, Au début, j'ai eu peur et donc j'ai dit j'ai peur, c'est normal. Elle m'a dit ben, la peur est là, on va accueillir la peur, la comprendre et tout ça. Donc on a pris un petit moment et donc là j'ai compris que j'étais au milieu de ce cercle, pas pour être jugée, mais pour être accueillie. Mm. Et là, en fait, c'était vraiment très beau. Là. J'ai vraiment ressenti une grande lumière, un- beaucoup de protection et beaucoup de soutien de la part de Mm. ces êtres. Et donc, j'ai fait la demande de pouvoir exercer dans la lumière et pas dans l'ombre. Et Mm. donc, la demande a été acceptée et toute l'information de ma lignée familiale a changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de créer une école Ayurveda. Et donc, tout ça Waouh. pour aboutir à ça. Voilà un petit peu mon parcours. Donc, je viens un petit peu d'un côté très humble, beaucoup dans l'ombre, autant dans ma personnalité que dans mon profil professionnel. Même quand j'étais aux urgences, même quand j'étais infirmière, j'étais beaucoup introvertie, même si c'était des choses que je faisais moi. Je faisais toujours en sorte qu'on ne sache pas que c'est moi qui a fait les choses bien. Et en fait, là, je pars de plus en plus. Donc, j'ai eu ce parcours un peu plus scientifique, infirmière, après naturopathe, après Ayurveda, beaucoup ancré dans la matière encore. Et là, ce qu'on a vu avec la thérapeute, c'est que je pars vers quelque chose où déjà je suis beaucoup plus en lumière. Je montre, je crée une école, j'initie d'autres personnes. Et aussi, ça va être avec une notion un peu plus nuancée, beaucoup plus spirituelle que ce qui a été jusqu'à présent. Donc, c'est en train de se créer encore. Mm. Waouh, ouais, quel parcours. Ouais. C'est Ouais. magnifique. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. Et oui, comme quoi, bah, il y a des choses qu'on peut pas forcément expliquer en première intention. Alors oui, bien sûr, il y a tes origines, puis il y a quelque chose qui te porte vers l'Inde, puis vers l'Ayurveda, et puis au fur et à mesure du temps et des découvertes, on se rend compte de tout ce trésor, comme dit cette personne qui t'accompagne. C'est c'est merveilleux parfois de voir aussi là où se situent nos peurs, nos plus grandes peurs et les plus gros blocages derrière. Il y a toujours énormément de cadeaux et de trésors à découvrir quand on veut bien aller voir et quand c'est le bon moment aussi. Donc magnifique et beaucoup de reconnaissance pour ces personnes qui nous guident aussi sur ce chemin parce que souvent ben voilà, c'est aussi des personnes qui nous permettent de voir tout ça. Je réponds juste à une question. Tout à l'heure, il y a une personne qui a dû partir pendant le live parce que peut-être elle va travailler. Du coup, je rappelle que les lives sont tous disponibles en replay après sur le compte. Donc voilà, vous pouvez les revoir après. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé qui était cette thérapeute qui t'accompagne. Donc je ne sais pas si tu souhaites en dire un peu plus sur elle. Je ne sais pas si tu veux partager son nom ou peut-être quelle pratique est-ce qu'elle Oui, exerce. alors elle s'appelle Nathalie Cerdan en fait, je ne sais pas exactement comment expliquer ce qu'elle fait. Elle fait canal en fait. Et moi, j'ai pu la consulter, je crois que 3 fois dans ma vie. Donc la première, c'était avant de partir en Inde.
La deuxième, je me rappelle plus. Et là, donc la troisième, à chaque fois, ça a été très différent. Parce qu'en fait, elle se connecte à... On vient avec une demande. Donc, je pense que c'est pas bien, même elle dit c'est pas bien de consulter pour consulter. En fait, on vient avec une demande. Et du coup, elle va se connecter avec nous, avec l'univers, et elle va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et des fois, elle donne des devoirs. Enfin, là, cette fois-ci, elle m'a pas donné de devoirs. On a tout fait pendant le rendez-vous. Ça a duré 1 heure et demie au lieu d'1 heure. Mais des fois, il y a une fois où elle m'avait fait écrire des choses par la suite, pendant une semaine et tout ça, écrire et brûler. Mais en fait, elle n'a pas d'outils. Je me rappelle une fois de l'avoir consultée et qu'elle m'a dit qu'il fallait que je prenne la passiflore. Mais au lieu de prendre la plante, alors la passiflore, c'est une plante qui aide un petit peu à l'état pour détendre un petit peu le système nerveux, sympathique. Et en fait, elle a dit, j'ai aucune connaissance des plantes, mais l'information, elle le vient comme ça. Et moi, je connaissais la plante à l'époque, j'avais déjà fait mes études de naturo. Et je dis, oui, tout à fait, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Mais elle m'a dit de ne pas prendre la plante, de l'écrire sur un papier et de le coller à moi et de temps en temps dire 3 fois, passiflore, passiflore, passiflore. Et ça m'a aidé à l'époque. Donc, en fait, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'elle fait parce que ça dépend de chaque fois. Voilà, Hmm. Nathalie Pierdan, et si vous tapez sur Internet, vous allez trouver. Elle est vers Perpignan, mais elle fait aussi des consultations par téléphone. Hmm. Merci. Et alors moi, j'aimerais bien revenir sur cette étape. Comment ça s'est passé pour toi, donc toute cette transition, puisque tu es passée du métier d'infirmière avec la naturopathie, puis à l'Ayurveda. Comment ça s'est passé quand tu t'es formée à la naturopathie, donc tu étais toujours infirmière? Est-ce que déjà cette transition-là, comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que tu as pendant un temps ajouté un petit peu des outils de naturo dans ta pratique en tant qu'infirmière, ou comment ça s'est passé ces transitions? Parce que alors en plus c'est assez lié avec ton histoire familiale, même si bien sûr aujourd'hui le monde a changé. Quand on vient quand même, j'imagine, de la médecine conventionnelle, ou voilà des pratiques de santé qui sont reconnues en France, et qu'on veut en sortir pour aller vers la naturopathie ou des pratiques qui sont pas reconnues pour le moment, il doit y avoir quand même quelque chose aussi qui se passe, même si bon, on se fait pas couper les mains, mais c'est pas toujours facile, quoi. Donc ça m'intéresse de savoir comment ça s'est vécu pour toi. Alors, toute transition, elle demande des choses. Donc, en fait, une transition, déjà en Ayurveda, on voit que ça déstabilise un petit peu ce qu'on appelle le dosha vata. Donc, on a tendance peut-être dans les transitions à être un peu plus dans la peur, dans l'anxiété. Ça, c'est le dosha vata qui s'est un peu déséquilibré. Parfois, un peu à s'éparpiller. Ça arrive beaucoup quand on fait une reconversion professionnelle. On commence beaucoup de choses et on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait. Voilà, tout ça, c'est le vata qui est déséquilibré. Et donc, déjà, pour l'astuce, pour ceux qui font une reconversion, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut apaiser ce dosha vata. Donc, la pratique de méditation, de respiration, s'ancrer, avoir des moments de silence pour soi, boire chaud, toutes ces choses-là, et elles aident à apaiser le vata. Donc après, comment ça s'est passé pour moi? Je pense que ça, c'est vraiment individuel. Ça dépend de chaque personne. Donc déjà, une première transition de passer d'étudiante à infirmière. Ça a été avec beaucoup de peur parce que j'ai décidé donc de quitter mon pays. J'avais des offres d'infirmière au Portugal, même si j'avais pas envoyé de CV. J'ai des copines qui ont donné mon CV, j'avais des postes alors qu'il y avait vraiment pas beaucoup de travail à l'époque chez nous. Euh, et donc déjà, le choix de partir, ça n'a pas été évident. Mais voilà, donc rien que ce choix-là. Et après, quand j'étais infirmière, il me manquait beaucoup la légitimité. Donc je me sentais encore étudiante. Et je me rappelle d'avoir l'uniforme blanc, là, l'uniforme pour travailler aux urgences, de me regarder au miroir et de pas ressentir la légitimité. Je faisais beaucoup le travail miroir à l'époque. Parce qu'en plus, je sortais d'une dépression. Alors, j'ai pas tout raconté. Mais voilà. Et donc, il y avait beaucoup de la légitimité. Puis, elle est venue, ça a duré. Pour me sentir bien, je pense que ça a duré bien 6 mois.
parce que je parlais pas bien la langue. Voilà, les urgences, c'est pas si facile. Je comprenais rien à la relève parce que on parlait sous forme de sigles. Par exemple, édème aigu du poumon, c'est OAP. Alors, édème en portugais, c'est avec un E, c'est pas avec un O. Donc, rien que tous ces petits trucs-là, quand dans la relève infirmière, on Hmm. parle en sigle, je comprenais rien. Du coup, j'étais complètement larguée. Et donc, ça a été bien dur à m'y mettre. Mais ça a été sous forme de... Ça a commencé à aller mieux quand je me suis affirmée. Parce que forcément, comme je manquais de légitimité, forcément, ça se voyait. Et du coup, mes collègues, infirmiers, médecins, n'étaient pas forcément très gentils avec moi. Mais il y a un jour où j'ai tapé du pied et j'ai dit, bah non, c'est bon, j'ai légitime, je fais des choses, parce que je faisais des choses mieux que les autres, mais je ne le montrais pas en plus. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'affirmer et j'ai eu une discussion avec un médecin qui m'embêtait pas mal. Et parce que c'était un jour où il est venu me dire que je ne savais pas prioriser les urgences parce que je m'occupais d'un monsieur qui avait une fracture de fémur, un monsieur âgé, alors qu'il y avait un OAP justement à côté. Et donc la fracture, pour ceux qui ne savent pas, bah, la fracture, elle peut relativement atteindre, alors que l'OAP, c'est une urgence vitale, donc il faut y aller tout de suite. Mais moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait cette nouvelle entrée, donc je m'occupais du monsieur. Et donc lui, il est venu me dire en criant, tout ça, en plus devant les patients. Et du coup, bon, après, je suis allée m'occuper de l'entrée, de la personne qui était rentrée, et tout ça. Et comme tout était calme, il était dans son ordi, et moi, j'ai dit, sans crier, parce que c'est pas mon style, mais j'ai dit d'une voix très ferme, je lui ai dit, écoute, voilà, je l'ai dit son prénom, je vais pas le dire là, mais bon, j'ai traité par son prénom parce qu'on se tutoyait. Si tu veux que je priorise les entrées, il faut déjà que je sois au courant de des personnes qui sont là. Donc déjà, il faut qu'il y ait une communication. Et je sais plus ce que j'ai dit. Je me rappelle que j'ai commencé comme ça, mais j'ai parlé pendant 10 minutes et je l'ai envoyé tout ce qu'il n'avait pas fait de la nuit. Et je l'ai dit tout ce que j'avais fait moi. Et il ne s'est pas retourné, il a continué dans son ordi, donc il me tournait le dos, il n'a rien dit. Je dis, est-ce que tu as écouté? Et j'ai redit le prénom. Il a dit, oui, oui, Rita, je t'ai écouté. Et dès le lendemain, il avait complètement changé avec moi. Et à la fin, avant que je parte, il disait, qu'est-ce qu'on va faire sans toi, Rita, et tout. Alors qu'il était vraiment pas sympa avec moi au début. Et puis, transformation, pareil, les infirmières qui m'embêtaient, soit elles ont changé de créneau, je ne les ai plus jamais vues, soit elles ont changé de service. Bah, du coup, j'avais une nouvelle équipe et ça se passait très bien. Donc ça, c'était la première transition. Deuxième transition, donc j'ai arrêté le métier d'infirmière parce que j'avais décidé, comme je te disais, comme je vous disais à tous là tout à l'heure, j'ai décidé de partir avec un billet simple d'aller en Inde et voir ce qui se passait. Donc j'avais quitté mon métier d'infirmière. Je ne savais pas que c'était pour plus jamais revenir, mais voilà, j'avais quitté. Et donc, comme je me suis installée, Hmm. après mon voyage, ben, je m'en suis installée en tant que naturopathe. J'ai fait un petit peu de mission en tant qu'aide opératoire pour une chirurgienne que j'aime bien. Donc, du coup, c'était pas un travail salarié, voilà, je travaillais pour cette médecin, mais c'était vraiment une matinée par mois, un truc comme ça. Et voilà, donc c'était une transition un peu douce et je faisais ça en plus parce que j'aimais bien cette chirurgienne et tout. Et j'ai développé bien mon activité. Après, quand c'était plus l'Ayurveda, ça a été progressif parce que même avant que je reparte en Inde, j'ai commencé à intégrer de plus en plus l'Ayurveda parce que j'ai étudié beaucoup de moi-même, j'ai lu les textes ayurvédiques de moi-même et toutes ces choses-là. Et du coup, c'était progressif. Et là, en fait, je continue mon cabinet, mais je crée mon école en parallèle. Hmm. Voilà. Ok. Donc ouais, du coup là tu te développes, mais tu continues toujours de recevoir des personnes en Ayurveda et Alors, un petit peu ouais. en fait, ce que j'ai fait là récemment, parce que du coup, cette année, depuis le début du Covid, en fait, avec le premier confinement, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'anxiété chez les gens.
Et du coup, j'étais très, très investie à faire des choses pour les gens. Donc, fait beaucoup de choses gratuites, des formations en ligne gratuites sur l'immunité, etc. Et du coup, ça s'est beaucoup développé, malgré, c'était pas tellement mon intention, mais ça s'est beaucoup développé mon activité. Et du coup, petit à petit, je lâche les trucs. C'est-à-dire que il y a quelques mois, j'ai arrêté de faire des massages. Maintenant, je fais plus que les consultations. La naturo, ben, ça fait plusieurs années que du coup, j'en parle tellement pas. C'est juste que dans mes consultations, j'utilise encore un peu des outils, mais c'est relativement rare. Et l'école, voilà, je veux garder mon cabinet parce que je pense que c'est important pour moi et pour les gens et continuer les suivis. Mais je vais donner de plus en plus place à l'école parce que ça demande beaucoup de travail et je vois vraiment que c'est mon chemin de vie, il passe par là parce que depuis toujours, même quand je faisais mes études d'infirmière, c'était toujours moi qui présentais les travaux de groupe. J'ai eu des propositions pour travailler pour d'autres écoles. C'est mon truc, quoi. J'ai créé mon cabinet en janvier, je crois, janvier 2017. En février, j'avais déjà des élèves alors que j'avais rien organisé. C'est vraiment mon truc. Donc, je donne plus de place maintenant à ce projet. Hmm. Magnifique. Et alors, voilà, j'allais y venir. Il y a Richesse illimitée qui demande si on peut avoir quelques clés de santé en Ayurveda. Et oui, donc du coup, j'allais y venir. Comme tu es en plus naturopathe et praticienne en Ayurveda, ça m'intéresserait que tu puisses nous parler un petit peu de ces deux pratiques. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont toutes les deux qualifiées de médecine traditionnelle? Est-ce qu'il y a des choses qui les relient? Et au contraire, qu'est-ce qui peut les différencier et pourquoi aujourd'hui tu te tournes plus particulièrement vers l'Ayurveda, même si bien sûr il y a l'histoire familiale et puis parfois il y a des choses qui nous appellent, c'est aussi ce qui nous parle et ce qui fait vibrer notre cœur, on va dire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'Ayurveda aussi par rapport à la naturo? Voilà, si on peut en parler. Alors, du coup, il y a plein de questions. Je vais essayer de répondre une par une. Donc, du coup, quelques clés de santé en Ayurveda. En fait, il y en a énormément. Et c'est ça le sujet de la formation que j'ai fait pour Pawa. Donc, je sais si Mm. Richesse Limitée, je ne sais pas si tu fais partie de la plateforme Pawa, mais si tu fais partie, tu pourras regarder la formation. Ça dure un peu plus de 2 heures. Et dans cette formation, j'ai vraiment cumulé de façon à que ce soit pratique. Euh, pour qu'on puisse appliquer tout de suite. Donc, c'est une formation assez courte, mais j'ai essayé de vraiment aller dans le détail. C'est-à-dire que je donne une petite introduction, dire qu'est-ce que c'est l'Ayurveda. Et après, je parle donc des profils, comment on peut s'identifier, parce que c'est un petit peu nos bases, c'est comprendre un petit peu qui nous sommes et où nous en sommes maintenant. Donc, c'est ce qu'on parle de Prakriti et de Vikriti. Donc, Prakriti, c'est qui nous sommes vraiment. Et Vikriti, c'est nos éventuels déséquilibres aujourd'hui. Et donc, on parle des doshas. Donc, dans cette formation, j'explique un petit peu ça. Et après, on rentre direct dans les solutions. Tout à l'heure, je disais, si le vata est déséquilibré, on peut faire ci ou ça. Et donc, ça va être pareil pour les trois doshas. Et dans cette formation, donc, je donne des clés, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du mental ou de l'esprit. OK? Donc, pour donner vraiment un petit peu aperçu, parce que du coup, la formation, c'est sur cette thématique-là. Donc, on a trois profils. On va avoir le vata qui est l'air et l'espace. Et donc, du coup, il va vraiment avoir cette énergie du vent, de l'air. Il va avoir une tendance à être divergent. Donc, c'est les personnes qui, elles sont très créatives, très enthousiastes, mais que du coup, elles s'intéressent à plein de sujets différents et elles peuvent avoir une tendance à s'éparpiller et à commencer plein de choses et pas finir. C'est aussi des personnes qui ont une petite énergie vitale, un peu plus petite que les autres. L'énergie vitale, c'est peut-être pas, ça peut être mal compris, mais elles ont une petite capacité, on va dire, et elles se fatiguent plus rapidement. Ok? Donc, c'est des personnes justement que si elles s'éparpillent trop, si elles commencent à faire plein de choses, bah, elles vont s'épuiser. Donc, le Vata, il a besoin de quoi? Il a besoin de cadre. Il a besoin de cadre, de faire un petit peu ce qu'on appelle la dinacharya, donc des routines d'hygiène de vie tous les jours. Faire à peu près toujours la même chose. Par exemple, boire le verre d'eau chaude le matin,
faire un petit peu de yoga de matin, la méditation, la respiration, manger tout le temps à des horaires régulières, en petites portions, ou en portions en fonction de sa sensation de faim et tout ça, pour rester équilibré. Mais aussi le Vata, il a cet élan de la créativité et s'il fait toujours la même chose, carré comme ça, il s'exaspère et il a l'impression de ne pas vivre. Donc en fait, il faut un cadre et à côté de ça, il faut un petit peu de folie. C'est-à-dire que de temps en temps, le week-end, on part en voyage et on oublie un petit peu les règles. Si on peut se permettre, bien sûr, si on n'est pas malade. Et donc voilà un petit peu comment on peut aider le Vata à être bien en santé, mais en même temps être épanoui. Les Pitta, après, deuxième profil, ça va être le feu. En fait, c'est le feu qui circule dans un milieu liquide. Ok, donc c'est le feu et l'eau, mais c'est un peu cette énergie de chaleur qui va circuler dans un milieu liquide. Et lui, du coup, c'est des personnes qui ont chaud tout le temps, qui vont avoir tendance à parfois avoir de l'acné, des brûlures, des reflux. Euh, donc, lui, on va bien l'équilibrer par tout ce qui est alimentation, hygiène de vie aussi, parce qu'il va avoir parfois, quand il est déséquilibré, tendance aux colères, aux choses comme ça. Donc, lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de fraîcheur déjà, et il a besoin de respecter ses buts parce que pour le but, en fait, pour le Pitta, c'est très important d'avoir un but dans la vie. Sinon, il se désintéresse, il peut tomber un petit peu dans le désintérêt de la vie, un peu dans la dépression. Donc, il faut toujours respecter ce truc de répondre à son but, mais sans aller au-delà de ça. Parce que s'il voit plus que son but et qu'il fait plus rien dans la vie, il devient un peu le tyran, un peu les chefs d'entreprise méchants. Vous voyez, donc, alors que s'il est bien, lui, en fait, c'est un excellent leader. Il sait bien donner les tâches aux personnes qui travaillent pour lui. Voilà, c'est les personnes qui sont très intelligentes. Et donc, elles ont besoin de fraîcheur. Elles peuvent manger des crudités parce que normalement, ils ont un bon faux digestif. Il faut qu'ils mangent assez nourrissant parce que s'ils ne mangent pas assez nourrissant, ils ont faim très souvent. Toutes les 2 heures, il faut qu'ils grignotent un truc. Donc, il faut manger bien nourrissant. Et bien nourrissant, ça veut dire, par exemple, céréales complètes, légumineuses, toutes ces choses-là. Il faut, dans l'hygiène de vie, avoir des moments pour soi, des moments où il est tout seul et pas être tout le temps dans le travail, dans le travail. Et le kappa, c'est l'énergie de la terre et de l'eau, un peu à l'image de la boue. Et en fait, c'est la personne qui est la plus lente. Tout est plus lent, plus lourd dans sa constitution. Donc, il va avoir des épaules qui sont plus larges. Pour ceux qui connaissent la naturopathie, le critique, et le kappa va être plus le sanguin pléthorique. Et donc, les épaules plus larges, le visage plus carré, et tout est lent chez lui. La digestion, elle est lente, donc il a faim 1 ou 2 fois par jour, pas plus. Il est très lié aux émotions, à tout ce qui est le cœur, tout ce qu'il aime. Donc, il relie la nutrition, la nourriture beaucoup à l'amour. Et du coup, il a parfois cette tendance à manger de trop par rapport à sa capacité digestive parce qu'il y a ce côté amour avec la nutrition. Donc lui, il faut vraiment qu'il respecte la quantité d'un repas, donc pas manger de trop lors des repas et pas manger trop fréquemment. Ça, c'est important pour le kappa. Et aussi alléger, faire du sport, ça c'est super important. Pas dormir de trop, parce que c'est des personnes qui vont avoir tendance à dormir, à rester un peu trop longtemps au lit, et ça les ramollit encore plus. Et ça va donner encore plus de paresse à ces personnes-là. Voilà, donc un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu rapidement. Mais après, dans la formation que j'ai fait, c'est une formation vraiment que j'ai fait que pour Pawa. Et c'est une formation qui est dédiée aux personnes qui ne connaissent pas l'Ayurveda. Donc, c'est vraiment, je pars des bases et je vais vers les choses très, très concrètes à pratiquer dans votre vie. Donc, c'est vraiment le but. Je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais moi, je suis très tac, tac, tac. Donc, j'ai voulu vraiment faire une formation qui soit praticable. Ok, je voulais pas rester dans quelque chose de théorique. Donc, c'est ça le but. Après, tu m'avais demandé donc naturo et Ayurveda. Donc, c'est assez différent. Alors, pourquoi ils sont toutes les deux des médecines traditionnelles? C'est parce qu'elles vont s'intéresser aux causes, un peu ce principe de causalisme qu'on va avoir dans la naturopathie. On a aussi un Ayurveda, on a aussi une médecine chinoise. Donc, euh,
ces médecines traditionnelles, elles vont étudier l'être vivant. L'allopathie, on a beaucoup cette habitude de diviser le corps en organes. On va étudier l'être qui est mort, par exemple, on va faire des dissécations dans le corps qui est mort, on va l'étudier, tout ça. On le fait aussi à l'université en Ayurveda, mais surtout, on va étudier l'être vivant. C'est-à-dire que cette notion des doshas, on peut la comprendre uniquement sur un corps qui est vivant. Un corps qui est mort, on ne peut plus étudier. On ne peut pas les voir, les doshas. On peut juste les percevoir, on peut les comprendre dans l'être qui est vivant. Et donc, que ce soit la naturopathie, l'ayurveda ou la médecine chinoise, ils vont étudier la personne qui parle, la personne qui bouge, la personne qui fait. OK? Donc, en action de l'être vivant. Et donc, on va pouvoir percevoir beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas forcément quand on est trop dans la molécule. OK? Maintenant, les différences entre l'Ayurveda et la naturopathie. Je vais essayer de faire rapide. Après, pareil, sur ma chaîne YouTube Ayurnatud, j'ai fait une grosse vidéo rien que sur ça. Donc, j'explique l'origine d'une, l'origine d'autre. Donc, je ne veux pas vraiment répéter tout le truc. Donc, je vous laisse aller voir si vraiment vous êtes intéressé à ça. Mais là, je voulais vous partager quelles sont les grandes différences qui vont être dans la pratique. Qu'est-ce que ça change dans la pratique clinique en cabinet? OK? Parce que bon, c'est différent. On va dire que la naturo, elle est un peu plus récente. Ça date de 1900 quelques, le moment où on a posé on a breveté le nom naturopathie, alors que l'Ayurveda, c'est millénaire. Et donc, la différence, ça va être déjà par rapport à ça, on voit que la naturopathie, du coup, c'est quelque chose qui est plus récent, donc qui est en train de grandir. Et elle va grandir dans un contexte où l'allopathie, elle était déjà bien présente. Donc, la naturopathie, elle va un petit peu se caler. Donc, ça, c'est ma perception personnelle. Elle va un petit peu se caler sur ce qu'on sait en allopathie. Donc, quand on étudie les plantes en naturopathie, on va étudier, par exemple, on va dire telle plante, et elle va être oestrogène-like, elle va être anti-inflammatoire, elle va être ci, elle va être ça. OK? Donc, on va donner une nomenclature qui appartient peut-être à l'allopathie, qui était déjà sur place. Et donc, la naturopathie, elle recherche beaucoup les études scientifiques et on est dans un truc d'innovation où ça change tout le temps. Et donc aujourd'hui, on dit que c'est la curcumine, par exemple. Peut-être que demain, on va dire que c'est une autre molécule qui est dans le curcuma. Je ne sais pas. Donc les choses, elles évoluent parce qu'elles évoluent avec les études scientifiques. OK? En Ayurveda, c'est une autre énergie. En fait, c'est millénaire. Donc on a des textes. C'est une transmission qui est orale. Donc on n'arrive pas vraiment à dater l'Ayurveda parce qu'elle est très, très ancienne. Elle était transmise de façon orale, de maître à disciple. Et après, les premiers écrits, ils datent de 5000 ans. Mais la connaissance, elle venait d'avant et c'est même écrit dans les textes que ces textes-là, ils viennent juste rappeler ce qui a été dit avant. Donc, d'un côté, on part sur une connaissance qui est millénaire, qui est établie dans le temps avant, c'est la première médecine, hein, même l'OMS, elle reconnaît l'Ayurveda comme la première médecine. Donc, c'est reconnu comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que j'observe que dans tous les endroits, on a des médecines traditionnelles. Les Philippins, ils ont leur médecine traditionnelle. Chaque culture, elle va avoir ses médecines traditionnelles. Mais en tout cas, c'est reconnu par l'OMS comme la médecine la plus ancienne. Mm. Et du coup, on ne va pas avoir cette nomenclature de dire telle plante, elle va être bonne elle va être anti-inflammatoire ou quoi, mais on va la caler sur les doshas, sur les principes. Donc, elle va être plus cohérente avec ses propres principes. L'Ayurveda va avoir ses propres principes. Il faut vraiment qu'on plonge dedans et qu'on comprenne à fond ce qu'est l'Ayurveda pour comprendre pourquoi on va donner une plante à une personne et pas à une autre, alors que les deux personnes, elles ont un problème d'inflammation et que la plante est anti-inflammatoire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Aussi, c'est pas une médecine de molécules. C'est-à-dire que entre le curcuma et la curcumine, en Ayurveda, il n'y a aucun sens à donner la curcumine. Aucun sens à donner l'extrait d'une plante. On donne la plante parce que la plante, elle a une information qui n'est pas que moléculaire, elle a aussi une information qui est énergétique, qui va agir sur le corps. Donc, euh, en Ayurveda, il y a les principes actifs, mais il y a les principes non actifs
qui vont agir ensemble pour le support ou pour l'amélioration de cette personne. D'ailleurs, le curcuma, donc le curcuma, le curcumine, aujourd'hui, on a des études scientifiques qui ont étudié l'effet du curcuma, l'effet de la curcumine et l'effet du curcuma sans la curcumine sur la personne. Et ils ont vu que le curcuma entier, même sans la curcumine, il est plus efficace que la curcumine en elle-même. Donc on revient quelque part où les études scientifiques viennent prouver, entre guillemets, ce que l'Ayurveda disait déjà. Okay. Donc on n'est pas dans la molécule, on est dans quelque chose de plus holistique, on va dire. Même si la naturopathie, elle est holistique. Hein, je ne dis pas le contraire, c'est juste que la vision, elle va être un petit peu différente. Maintenant, parce que c'est une médecine qui est millénaire, il va avoir aussi besoin d'une actualisation. Et ça, pas tout le monde le fait en Ayurveda. C'est-à-dire que avant, c'était une médecine qui était transmise oralement de maître à élève, justement parce que au moment où on transmet quelque chose, l'information elle est bougeante. Ayush, c'est un verbe en fait. Ayush de Ayurveda, c'est un verbe. Donc, on voit bien que la vie, elle est bougeante. Ayush, c'est la vie. Donc, c'est la science de la vie plus qu'une médecine. Donc, on va étudier l'être vivant et ça bouge. Et ça bouge selon la saison, ça bouge dans la journée, mais ça bouge au fil des années. Donc, aujourd'hui, le monde, il n'est plus le même qu'il y a 5000 ans. Et donc, c'est pour ça que c'était transmis oralement et c'était vu comme une mauvaise chose de l'écrire, de le figer. Parce que justement, quand on écrit une information, on la fige. Malgré tout, ça a été intéressant de la figer quelque part pour qu'on ait l'accès aujourd'hui. Mais quand on la fige, on la fige. On a figé cette information à une époque. Donc, il y a beaucoup de choses d'il y a 5000 ans qui n'ont pas de sens aujourd'hui parce que le monde, il a évolué. La compréhension de la femme, entre autres. Parce que déjà, la place de la femme aujourd'hui en Inde, c'est pas ça. Mais il y a 5000 ans, c'était pas ça du tout, quoi. Et du coup, on voit des choses qui nous bouleversent. Quand on lit les textes ayurvédiques, on lit des choses sur la femme qui sont bouleversantes. Parce que c'était la mentalité de l'époque. Donc tout ça, il faut qu'on actualise un petit peu. Ok. Pareil, on va avoir beaucoup de descriptions de légumes et des céréales à l'époque qui ne sont plus les mêmes d'aujourd'hui. On va parler de kshira, que c'est le lait. Donc, dans la Charaka Samhita, donc le texte le plus ancien, on entend parler du lait du début à la fin. Donc, le lait, il est merveilleux, c'est la meilleure chose au monde. Mais le lait kshira, ce n'est pas du tout le lait qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, dans les textes, dans les Samhitas et les Niganthus, donc les textes, des différents textes qui existent, on a des descriptions qui sont très précises sur ce que c'est kshira. Et on voit bien que kshira, c'est pas le lait qu'on a accessible aujourd'hui. Donc, il y a toute une adaptation qu'on doit faire. Ok. Donc, ça va être la première grande différence. Une autre grande différence que je vois et qui a été vraiment flagrante pour moi dans ma pratique, c'est qu'en Ayurveda, on va étudier ce qui est le feu digestif, l'agni. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas du tout en naturo. Et l'agni, maintenant, pour moi, c'est la première chose. C'est la première chose à faire. C'est le feu digestif. C'est à quel moment on a faim. Et donc là, s'il y a des thérapeutes parmi nous qui nous écoutent, des fois, on ne sait pas, ben, la personne elle a plein de problèmes, on ne sait pas par où commencer, mais on commence par Agni. Agni, c'est le feu digestif, donc c'est la capacité que la personne elle a à digérer. Si on veut le mettre en termes modernes, ça va être par exemple les enzymes digestives. Donc, qu'est-ce qui nous indique que la personne elle a un bon Agni? C'est qu'elle a une bonne sensation de faim qui revient à des horaires régulières. Et cette faim, elle est rassasiée avec un plat au bout de 20 minutes à peu près. Si la sensation de faim elle est irrégulière, on a un déséquilibre probablement de Vata, parce que c'est le Vata qui a déséquilibré le feu digestif. Si ce feu digestif il est trop puissant que la personne elle a faim trop souvent, c'est probablement le Pitta qui l'a déréglé. Si la personne a un feu digestif qui est trop lent, c'est probablement le Kapha. Si la personne n'a pas faim du tout, pouf, on n'a plus de feu digestif. Donc il faut le réanimer. Et ça, c'est une notion de base. Alors, en naturopathie, on parle beaucoup du système digestif. On dit que c'est la base, que c'est le principe qu'on commence toujours par là. Mais on est là à donner soit du charbon, soit du psyllium, à essayer d'établir les sels, mais on n'a pas la notion de feu digestif. Et ça,
ça clarifie, mais à une puissance telle que je ne sais pas comment en naturopathie on a pu passer à côté de ça. Je ne comprends pas. Parce qu'on parle de probiotiques, on comprend qu'on a des bactéries et là, quand on voit la puissance en termes cliniques de l'application du feu digestif et de réanimer en feu digestif, on voit que c'est fou. On a des techniques en naturopathie pour réanimer un feu digestif, mais on ne les apprend pas comme ça en fait. On dit, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça mais on n'a pas une lignée de pensée qui va un petit peu nous permettre une certaine logique avec toutes les choses qu'on apprend en naturopathie. Alors qu'en Ayurveda, c'est très clair, on part sur les doshas. Donc c'est complexe au départ, parce qu'on doit un petit peu oublier tout ce qu'on sait pour comprendre la vie en tant que dosha. Donc ça, c'est une vision qui n'est pas évidente au début, surtout si on a un parcours qui est scientifique. Mais une fois qu'on a compris et qu'on se cale là-dedans, on a une logique qui suit, qui est fluide. Et ça aide vraiment dans la clinique. Voilà, donc ça, je pense que c'est la deuxième grande différence que je vois entre les deux médecines, en tout cas. Hmm. Il y en a plein d'autres, hein, mais Hmm, oui, merci, ouais. C'est intéressant de pouvoir voir les différences et puis les choses qui les relient en tant que médecine traditionnelle. Et du coup, voilà, c'est ça qui t'a plu finalement. Ce que je comprends, c'est que voilà, dans les deux pratiques, il y a des piliers, on va parler finalement de la même chose, mais dans l'Ayurveda, le fait que ce soit une médecine multimillénaire qui repose quand même sur une philosophie aussi, quelque part, il y a quelque chose une pensée, quoi, une pensée, une philosophie qui relie tous les savoirs, parce que voilà, l'Ayurveda, bah, je sais pas quels sont les piliers de l'Ayurveda, mais tu as parlé d'alimentation, j'imagine qu'il y a voilà, il y a la méditation, il y a plein de choses. On traite les différents corps, donc il y a beaucoup d'outils en fait au sein de l'Ayurveda, j'imagine, comme en naturopathie. Alors, euh, tout dans l'Ayurveda va se baser sur les 5 éléments parce qu'en fait, il y a une notion. L'Ayurveda, c'est un Upaveda. En fait, dans la connaissance millénaire qui a été transmise aux êtres humains, dans la légende, on a quatre grands piliers qui sont les Védas. Ok. Et les Védas, ils nous transmettent toute la connaissance qui existe dans le monde, que ce soit au niveau de la santé, mais que ce soit au niveau de la météo, de tout ce qui existe, de tout ce qui est la spiritualité, tout. Ok. Et donc, l'Ayurveda, elle vient comme un sous-Veda, ok, de ces grandes connaissances. Les Védas, en fait, ils nous transmettent toute la connaissance qu'on ne peut pas avoir, les êtres humains, de nous-mêmes par les 5 sens. Ok. Donc, après, l'Ayurveda, elle va aider à rendre une personne heureuse. Elle passe par la santé physique, mentale et spirituelle. Ok. Donc, la dimension de spiritualité, elle est très importante en Ayurveda. Et l'Ayurveda, elle vient au service des Védas. C'est-à-dire, les Védas, on va apprendre, par exemple, avoir une vie qui est épanouie, comment respecter notre chemin de vie et tout ça. Et pour le faire, il faut la santé. Donc l'Ayurveda, elle vient s'intégrer là-dessus dans quelque chose qui est plus grand qu'elle-même. Okay. Donc la dimension de spiritualité, elle est méga importante. Et en naturo, on va dire, je ne sais pas si c'est une dimension spirituelle, on a une dimension qui est mentale, c'est-à-dire qu'on va étudier des respirations, des choses comme ça, mais on n'a pas cette notion d'appartir à quelque chose de plus grand. Alors qu'en Ayurveda, on est petit. C'est très important de rester humble. Dans les premiers shlokas, les premières phrases des textes, on remercie à tous les médecins qui nous ont transmis cette connaissance et qui ont eux dépassé leur peur et leur rage et leur colère et on remercie. Et donc on se remet à notre place de petit et tous les médecins ayurvédiques que j'ai connus à ce moment-là, ils ont un petit temple avec la photo de leur maître et ils se remettent toujours à cette place. Donc pour ne pas laisser l'ego Mm. remonter un peu trop. Ok, donc, cette notion de spiritualité est très importante. Et donc, les bases de l'Ayurveda, elles vont dépendre de ça. Ok, donc, on va étudier quelque chose qui vient des Védas, qui ne fait pas partie intégrante de l'Ayurveda, que ça vient d'avant. C'est la création de l'univers. On va comprendre comment l'univers il a été créé. Ça, c'est ce qu'on appelle le Samkhya. C'est quelque chose qu'on étudie aussi dans le yoga.
Et donc, on comprend en fait, au début, quand rien n'existait, il existait Purusha. Ok, Purusha, c'est la conscience pure, c'est la lumière, c'est tout ce qui existe. En fait, c'est tout ce qui existe, la pureté, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, il n'y a que ça qui existe, donc tout le reste n'existe pas. Tout ce qui n'existe pas, n'existe pas. Donc, il n'y a que Purusha qui existe. Et puis, Purusha il va commencer à se diviser. Il va se diviser d'abord en Prakriti. Et donc, la Prakriti, on va avoir déjà la dualité, il va avoir deux. Et après, ça continue à se diviser, à arriver à une place où on a les cinq éléments. Et c'est à partir de ce moment où on a les cinq éléments qu'on va créer les trois doshas. Et les trois doshas, ils vont être présents dans tout ce qui existe dans le monde, que ce soit à l'intérieur de nous, dans nos fonctions physiologiques, dans notre constitution de base, dans nos déséquilibres, mais aussi à l'extérieur, dans l'air que nous respirons, dans les objets que l'on peut avoir, dans toutes ces choses-là. Donc, ça nous remet à quelque chose qui est plus grand. Donc, on est tous reliés. OK? Donc ça, c'est un des principes de base de l'Ayurveda, c'est qu'on est tous reliés, on a toujours les trois doshas. On va voir les pourcentages de chacun pour essayer de les rééquilibrer. C'est un peu ça le but. Et tout est autour des trois doshas. C'est-à-dire, on a un déséquilibre. Comme un naturo, on va voir le principe de causalisme. On va chercher quels sont les émonctoires, n'est-ce pas? En naturopathie, on va étudier les organes qui vont faire la porte de sortie des toxines du corps. Ok? Donc, on va chercher quel est l'organe. Par exemple, on peut avoir des boutons, c'est un exemple que je donne très souvent. On peut avoir des boutons d'acné. Donc, c'est gras. On va partir du principe que c'est le foie qui est peut-être engorgé à cause de ça. Donc, on va donner des plantes, par exemple, pour désintoxiquer le foie. Et du coup, on va retrouver une amélioration de l'acné parce que le foie, il a plus désengorgé et du coup, il n'a plus besoin d'éliminer par la peau. Ok? Nous, en Ayurveda, on ne pense pas organes. Enfin, on pense organes parce que les organes, ils vont dépendre des trois doshas, mais on pense surtout doshas. Donc, on a un acné. OK. Il y a du gras. OK. Donc, il y a une présence de kapha. Il y a de l'inflammation. Donc, on a la présence de pitta. Est-ce que c'est un problème de foie? Donc, qu'est-ce qui a été à l'origine? On ne va pas chercher l'organe qui a été à l'origine, on va chercher le dosha qui a été à l'origine. Et pour le déterminer, on va demander depuis combien de temps ça a commencé, qu'est-ce qu'il y avait autour à ce moment-là, quels sont les aliments qui augmentent, qu'est-ce qui sont les aliments qui diminuent, toutes ces choses-là, et on va trouver le dosha. Et une fois qu'on trouve le dosha, peut-être que c'est le foie, parce que euh, le foie et le pitta, ils sont relativement liés parce que le pitta, il va coordonner ce qu'on appelle le Rakta Dhatu. On va étudier des tissus dans le corps. Donc, le deuxième tissu c'est Rakta Dhatu, qu'on peut traduire par le sang ou l'hémoglobine. Et le siège de Rakta Dhatu, c'est le foie. Donc, il se peut que si on fait tous ces cheminements-là, on va trouver que c'est le foie. Et à ce moment-là, oui, on donne une plante, mais une plante en tenant compte de quel est le dosha qui a été à l'origine. On va donner peut-être une plante qui va désintoxiquer le foie, mais qui ne va pas déséquilibrer les doshas qui sont à l'origine. Qui peut être le pitta, mais qui peut être le kapha, même si le problème est dans le foie. Donc, c'est un petit peu complexe d'expliquer comme ça. Mais voilà, le principe de causalisme, il est là, mais dans la pratique, déjà, on ne l'appelle pas comme ça, on ne dit pas comme ça, on dit qu'on va chercher la cause, on va chercher le dosha qui a la cause, mais après, le mécanisme d'action et la réflexion qu'on a derrière, elle est assez différente de ce qu'on a en naturo. Après, en naturo, on va avoir le principe de vitalisme, donc l'énergie vitale de la personne. Et là, en Ayurveda, on va avoir trois principes qui équivalent à ça. Donc, un, ça va être le feu digestif que du coup je viens de citer. Donc, pour que la personne ait là une certaine vitalité, il faut qu'elle digère bien. Il faut qu'elle digère bien ses aliments, mais il faut qu'elle digère bien ses émotions, et il faut qu'elle digère bien le monde qu'elle reçoit. Donc, déjà, est-ce que cette digestion, elle se passe bien? Elle se passe bien. Si elle ne se passe pas bien, la personne, elle va perdre en vitalité. Après, on a la notion de bala. Bala, c'est vraiment la force, la notion de force de la personne. Est-ce que la personne, elle a la force d'encaisser tel ou tel traitement? Donc, on a deux grandes thérapies en Ayurveda, c'est Langana et Brihmana. Donc, Langana, c'est tout ce qui va nettoyer le corps, donc un peu détox, si on peut dire comme ça. Et tout ce qui est Brihmana, c'est tout ce qui va nourrir le corps, donner de l'énergie au corps.
Et ces deux principes, ils existent partout, hein. On va les retrouver en naturo, en médecine chinoise, même en allopathie. C'est juste qu'on les appelle pas comme ça. Et en Ayurveda, c'est vraiment très, très bien structuré. C'est qu'on a ces deux principes et on va voir au niveau de Agni, Bala et Ojas, le troisième, si la personne, elle peut encaisser tel ou tel traitement. Donc, Bala, donc je disais, c'est la force, donc c'est celui qui ressemble un peu plus au principe de vitalisme en naturo. Et après, Ojas. Ojas, c'est un peu le nectar. C'est très beau, hein. C'est un petit peu la substance qui reste après tout le métabolisme de tous les datus, de tous les tissus. Parce que pour créer un tissu, alors on a Ras, je vous disais, on a Ras, Rakt, Mams, donc juste pour commencer avec les trois premiers, Ras c'est souvent traduit par le plasma, Rakt souvent traduit par le... En fait, Rakt c'est la partie rouge du sang, donc on peut le traduire par l'hémoglobine. MAM, c'est les muscles. Et ça continue. Et du coup, le premier, il va aider à créer le deuxième. Le deuxième va aider à créer le troisième. Et tout ça. Et quand on arrive à la fin, on arrive au septième, c'est Ojas. Et donc, Ojas, c'est cette substance qui reste. C'est quelque chose qui est très raffiné et dont la personne a besoin pour être en forme, pour avoir cette vitalité. Mais c'est une notion qui est différente de Bal. Bal, c'est vraiment la force, énergie vitale. Ojas, c'est beaucoup plus subtil que ça. OK? Et du coup, il va dépendre des 7 dates. Donc, il faut que la santé, elle soit vraiment parfaite pour que Ojas, il soit bien. Et Ojas, on va les transmettre à nos enfants. Donc, si on n'a pas une santé parfaite, ben, si l'enfant il naît déjà avec des problèmes, c'est un petit peu lié à cet Ojas. OK? Donc, voilà, on va avoir les mêmes principes qu'en naturo, mais il va être un petit peu modifié. Un autre Mm. principe qu'on a en naturo, le principe de causalisme. Euh, c'est tout à fait l'Ayurveda. En fait, rien que dans le Samkhya, on étudie la relation de cause à effet. Tout effet, il y a une cause. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qu'on dit en allopathie, je crois que c'est idiopathique que ça s'appelle, je suis pas sûre. En fait, quand on sait pas l'étiologie d'une maladie, en allopathie, on a un mot pour ça. Donc on dit on ne sait pas d'où ça vient. En Ayurveda, aucun sens, comme en naturopathie d'ailleurs. Pour tout effet, il y a une cause. Okay. La cause, elle est peut-être pas moléculaire, mais pour tout effet, il y a une cause. Elle est peut-être pas moléculaire, elle est peut-être pas dans l'alimentation, elle est peut-être pas dans le mental ou dans la spiritualité, peut-être qu'elle vient de notre arbre généalogique, peut-être qu'elle vient de nos ancêtres, peut-être qu'elle, voilà. Mais il y a toujours une cause. OK? Et dans les cliniques, dans certaines cliniques ayurvédiques, moi, j'ai pas cette connaissance-là, mais parfois, il se peut que la personne, elle amène par exemple son enfant pour être soigné et que le médecin ayurvédique, il analyse et il ne voit pas de problème dans le corps, mais il voit qu'au moment où ça s'est déclenché, il y a un problème spirituel. Et donc là, il va amener un gourou, et là, moi, j'ai pas de contact là-dessus à vous donner, je suis désolée, mais il va appeler un gourou qui va faire un rituel, un oma, un truc bizarre là. Et on se dit, mais est-ce que ça marche? On ne sait pas. Mais si notre enfant a un problème et qu'on a un gourou bizarre qui nous dit qu'il va solutionner le problème, on va tester. Et, et on teste. Et ça marche. Et on n'a pas compris. Parce que le truc, y a des trucs bizarres hein, dans les trucs. Là, on sort de l'Ayurveda, on est plus dans la cosmogonie un peu indienne, dans les Védas et tout ça. Mais des fois, par exemple, il y a deux personnes qui ne peuvent pas se marier parce que ça crée un problème au niveau karmique, au niveau des astres. Donc ça, c'est le Jyotish. Moi aussi, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. C'est l'astrologie védique. Donc en fait, le gourou, il va, le maître de Jyotish, il va et il demande au prêtre de marier la femme avec l'arbre, le mari avec l'arbre, et après c'est bon, ils peuvent se marier. Et tout est bon. Est-ce qu'on y croit à ça? On ne sait pas. C'est des trucs, ça nous semble de la folie. Mais ça marche en fait. Ça marche. Et du coup, les gens, ils le font. Et ça marche comme ça. Ah bah. Donc, ça, c'est des choses autres que l'Ayurveda, mais il y a des cliniques qui fonctionnent comme ça. C'est que quand ils n'ont pas la solution, mais qu'ils voient que le problème, il est par exemple karmique, ils vont appeler un médecin ou un gourou qui soit spécialisé là-dedans. Et il va aider la personne avec des trucs autres. Mais il y a toujours une cause. Mm. Voilà.
Voilà un petit peu pour les principes. Après, on n'a pas cette. On dit pas comme en naturopathie, les principes de l'Ayurveda sont tels et tels et tels et tels. Non, en fait, on va essayer de rétablir l'équilibre des trois doshas et le but, c'est d'être heureux. OK? Hmm, Après, on va avoir des outils, mais c'est pas des principes, on va avoir des outils. hmm, L'alimentation, c'est des outils. La méditation, ce sont des outils. La respiration, ce sont des outils. Pourquoi? Parce qu'ils vont équilibrer, ils vont avoir des effets sur les doshas. hmm. Tu vois? Ok. Génial. Bah écoute, merci pour tout ça. Ça fait une belle introduction, j'imagine, à ta formation qui a l'air d'être très complète, plus de 2 heures. Ça me donne très envie d'aller regarder ça. Et puis, c'est chouette parce qu'il y a déjà du coup des initiations à la naturopathie aussi. Donc, comme ça, vous pourrez voir aussi vraiment concrètement au niveau même du langage et de comment c'est amené les différences. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour tout ça et d'avoir introduit donc l'Ayurveda sur Pawa. Pour moi, ça donne énormément de sens à ce qu'on fait. Donc, merci. Et Super. Merci à toi de m'inviter. ouais. Et bah écoute, je suis ravie. Je te souhaite une très très belle journée. Je ne sais pas ce que tu as prévu aujourd'hui. Peut-être que tu as des patients, des clients. Aujourd'hui, c'est journée, je travaille pour l'école, pour l'école Ah de la ouais. Yoruba. Bah alors, à vous tous, si vous voulez savoir un peu plus sur mon travail, je vous invite à regarder mon compte Instagram, c'est Ayur Natur. Et pareil, ma chaîne YouTube, c'est Ayur Natur. Alors, mon accent, il me permet pas de dire, donc c'est Ayur Nature, comme naturopathie. Et du coup, si vous tapez ça sur YouTube ou sur Instagram ou même Facebook, voilà, je suis présente et je donne beaucoup de clés. Et plus je tourne vers la formation, plus il y a des choses qui vont apparaître. Donc, sur ma chaîne YouTube, je prépare une formation gratuite aussi sur les bases de l'Ayurveda. Ça va être complètement gratuit. Et il y a aussi, pour ceux qui sont déjà avancés et qui veulent apprendre les textes, j'ai une formation que j'ai commencé depuis 2 ans et qui va durer jusqu'à que je sois bien vieille parce que j'ai commencé la traduction des textes ayurvédiques en collaboration avec un médecin ayurvédique. Donc, on fait des vidéos on va traduire shloka par shloka et expliquer la signification de chaque verset des textes et c'est super intéressant. Ça, c'est Hmm. sur ma chaîne YouTube, c'est la playlist qui s'appelle Ashtanga Hridayam. Donc, c'est un peu bizarre le nom, mais c'est le nom de l'ouvrage qu'on traduit. Ok, donc voilà, si ça vous dit d'en savoir plus, je vous invite à vous abonner et tout ça. Et sinon, voilà, la formation que j'ai fait pour Pawa, elle est vraiment bien parce que j'ai essayé vraiment de mon mieux de compacter le grand maximum d'informations. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça, c'est pour avoir un aperçu de ces pratiques qui sont infinies. Enfin voilà, ces médecines traditionnelles, elles sont multimillénaires et elles regorgent d'informations. Et comme tu le disais très bien, c'est aussi le temps de rentrer dans l'univers et dans le mode de pensée qui est très différent. Mais ouais, j'irai voir et n'hésite pas à nous tenir au courant quand ton école sera lancée parce qu'effectivement, on voit que tu as énormément de choses à partager, qu'il y a un feu qui t'anime et je pense que tu vas aider beaucoup de gens. Donc, n'hésite pas à nous partager quand tout ça sera sorti et qu'il y aura les inscriptions qui seront possibles et je serai super contente de Alors, pouvoir relayer. la formation, du coup, en fait, ça va méga vite. Je vois bien que c'est bien aligné avec mon chemin de vie parce que tout est facile, quoi. C'est-à-dire que du coup, j'ai demandé de créer l'école, elle est créée, alors que normalement, au niveau de l'État, c'est un Ouais, peu dur. Donc, ça y est, j'ai mon numéro de formation de formateur. Et normalement, l'école, elle ouvre ses portes en janvier de l'année ok. prochaine. Ça sera une formation sur 3 ans. On peut faire une année, 2 années ou les 3 années. On aura des outils qui sont différents et forcément une certification qui est différente. Mais les inscriptions, c'est pas encore ouvert, mais je vous tiendrai au courant sur Ouais, mon génial. réseau. C'est présent. Ok, super. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Rita, pour ce partage. Et puis, Merci. j'espère à bientôt sur Pawa ou ailleurs. Merci. À très Belle bientôt. journée à tous et à toutes. Belle journée à tous. Merci.